Bonjour madame, donc bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter devant vous le rapport de mon projet de fin d'études pour l'obtention de mon diplôme du Master en Business Intelligence and Big Data Analytics. Mais avant toute chose, je voudrais profiter de cette opportunité pour vous remercier chaleureusement, exprimer ma gratitude envers vous, cher monsieur Jamal Kafi, d'avoir accepté de m'encadrer et encadrer mon travail malgré vos engagements, ainsi que pour vos conseils valorisés et pour le temps que vous m'avez octroyé. J'aimerais aussi adresser mes vifs remerciements à vous, madame Souad, pour le temps que vous m'avez réservé, ainsi que pour le grand honneur que vous m'avez fait pour évaluer mon projet de fin d'études sous l'encadrement et le suivi du monsieur Jamal Kafi. Maintenant, on commencera à présenter le rapport de notre projet intitulé Classification et détection des commentaires toxiques à base des méthodes du machine learning et du deep learning. Tout simplement un projet qui se catégorise dans le domaine du NLP, Natural Language Processing, ou Talent, traitement automatique du langage naturel. Alors, ces derniers, tout simplement, ils visent en général, à rendre la machine capable de comprendre et traiter les textes et les mots parlés de la même manière que les êtres humains. Pour le faire, alors, nous allons suivre le plan suivant. D'abord, nous allons mettre le sujet dans son contexte, introduction. Ensuite, on va exposer la problématique et on passera à l'état de l'art pour étudier notre cas, puis les solutions proposées dont on va définir l'ensemble des données, le pipeline du pré-traitement et les différentes techniques du word embedding. Alors, dans cette phase, c'est la phase la plus importante pour la présentation textuelle, puisqu'on va essayer de convertir les données textuelles en des données numériques afin de les nourrir à nos modèles, puisque la machine, tout simplement, ne comprend pas tout ce qui est textuel. Et pour la cinquième partie de cette présentation, elle sera consacrée au... Alors, on- voilà, donc pour la cinquième partie de cette présentation, elle sera consacrée aux résultats obtenus. Et enfin, on terminera par une conclusion générale et quelques perspectives. Alors, comme introduction, j'aimerais bien tout d'abord vous mettre dans le contexte général de ce projet pour que vous puissiez comprendre de quoi s'agit-il. Alors, comme vous le savez, madame et monsieur, actuellement, l'Internet est le principal moyen de la communication dans le monde. À cause de l'Internet, les gens accèdent quotidiennement à l'Internet, majoritairement pour être informés des dernières nouvelles, se socialiser, c'est-à-dire ils peuvent même créer des nouvelles relations avec des gens qu'ils ne connaissent plus à cause de l'Internet. Ils peuvent se divertir ou exprimer leur opinion et discuter des différents aspects via les blogs, les forums et les plateformes des réseaux sociaux. Mais dans une telle situation, il est clair que parfois des disputes peuvent survenir en raison de différences d'opinion et qui prennent un mauvais côté et peuvent conduire à des bagarres de groupe dans lesquelles un utilisateur, malheureusement, soit qu'il abandonne la discussion ou renonce à partager son point de vue ou à utiliser un langage abusif qualifié de commentaire toxique comme moyen de se défendre ou pour défendre une idée à laquelle il croit. Et ces commentaires peuvent tout simplement être des commentaires offensants, vulgaires ou haineux. Donc c'est ça le genre de commentaires toxiques. La surveillance est une contre-mesure pour éviter ce type de comportement. Le volume de commentaires est généralement tel qu'il n'est pas possible de le surveiller par des êtres humains. Il y avait déjà des systèmes qui détectent la toxicité et ces derniers classent généralement des textes entiers sans fournir d'autres explications. Mais ce qui nous concerne dans ce projet-là, on va essayer de détecter les termes, les parties toxiques irrespectueuses qui visent à identifier les parties d'un texte et qui le rend toxique. Alors, tout au long de ce travail, le terme toxique sera utilisé pour définir les commentaires qui sont irrespectueux, qui contiennent dans leur sens une sorte d'insulte ou de menace. On va essayer de classifier les commentaires de notre ensemble de données en deux classes, soit un commentaire toxique ou non toxique. Et dans ce projet-là, il s'agit d'une classification binaire. On va passer maintenant à traiter la problématique. Alors, tout simplement, la problématique que nous allons traiter tout au long de ce projet-là. Alors, d'un côté, on va classifier et détecter avec une efficacité les commentaires qui semblent toxiques. De l'autre côté, on va identifier dans ces
derniers, c'est-à-dire dans ces commentaires qui ont été classifiés en tant que toxiques. Donc, on va essayer d'identifier et de définir les parties et les termes qui ont rendu ce commentaire en tant que toxique. Alors, voilà ici, on va essayer de travailler avec le laser. Alors, voilà ici, on a un commentaire. On va tout d'abord déterminer s'il est toxique ou non. Après, pour la deuxième tâche, il sera consacré à identifier les parties qui rendent ce dernier toxique. Alors, on passera à un petit exemple pour vous illustrer les choses. Alors ici, on a deux commentaires. On a le premier commentaire a une toxicité de 2%, alors que le deuxième a une toxicité de 99. Alors ici, on a le commentaire est toxique. Donc voilà, donc notre but, on va essayer de travailler sur ce commentaire-là et on va essayer de le classifier en tant que toxique. C'est pour la première tâche. Pour la deuxième tâche, alors on va essayer tout simplement d'identifier la partie qui a rendu ce commentaire en tant que toxique. Alors et dans cette partie-là, ou bien de ce commentaire, on a le mot idiotique. Donc on va essayer de colorer ou bien de créer quelque chose qui va classifier ou bien qui va identifier ce mot-là. Alors voilà l'objectif attendu, tout simplement. Notre objectif est divisé en deux parties. Tout d'abord, on va créer un modèle pour la classification des commentaires et, et après, on va passer à définir un autre modèle pour la détection des parties toxiques dans ce commentaire. Alors passons maintenant à la partie la plus importante, c'est l'état de l'art, dont on va étudier notre cas et donner un revue de la littérature sur les techniques qui sont déjà existantes concernant la détection et l'identification de la toxicité de commentaires. Alors parmi les techniques, les approches qui existent, ils sont jusqu'à maintenant classés en trois types principaux. Il y en a les méthodes basées sur l'apprentissage automatique, c'est-à-dire machine learning. Il y en a les méthodes basées sur l'apprentissage profond, le deep learning. Il y en a les méthodes basées sur les transformers. Alors, l'identification du langage offensif est un problème de classification du texte. Il y avait des premières approches de l'identification de ce dernier, se sont d'abord appuyées sur des classificateurs. Alors, pour ceux qui sont à base du machine learning, alors il y en a des champs ou bien des chercheurs dans l'article scientifique qui se sont basés sur les algorithmes classiques traditionnels tels que le SVM, la régression logistique, Naive Bayes et Random Forest. Et il y en a d'autres chercheurs qui ont essayé de développer le modèle ou bien les performances du modèle. Donc, ils sont basés sur le deep learning. Dans son idée, c'est de travailler par les réseaux de neurones. Donc voilà, ils sont basés sur le RNN, Recurrent Neural Network, et l'STM, combiné à des embeddings de mots. Il y en a des gens qui ont essayé d'éviter toute erreur, car parfois on peut trouver des problèmes ici. Alors parmi les problèmes qu'on peut trouver avec les RNN et les STM, c'est qu'ils ne peuvent pas traiter les séquences qui sont longues ou bien les séquences à long terme. Par exemple, supposons ici, alors l'idée générale tout d'abord de RNN, c'est-à-dire Recurrent Neural Network, c'est-à-dire qu'on a une couche ou bien un neurone, il traite un résultat, il génère un poids et le poids sera envoyé au réseau suivant, au neuron suivant, et ainsi de suite. Mais parfois, si on traite une phrase qui est assez longue, c'est-à-dire qui contient plus de 30, 40 termes, donc ici, le problème des RNN, l'information sera perdue. Tout simplement, donc, ce que les gens ont fait, donc tout simplement, ils ont essayé de développer un autre type de réseau de neurones, ce qui est défini en tant que LSTM. Alors, tout simplement, l'avantage de ce type-là de réseau de neurones, Longest Shorted Term Memory. Ici, dans ce type, il y en a la gestion de la mémoire pour éviter la perte de l'information. Alors, tout simplement, ici, on va éviter le problème de traitement du long séquence. Pour les transformers, on a des modèles basés sur des transformateurs tels que BERT qui a été appliqué à la détection des langues offensives pour obtenir des scores très intéressants. Alors tout simplement, les transformers ont été créés, développés comme solution de LSTM, puisque LSTM, même s'il essaie d'éviter le problème de la perte de l'information à long terme, mais parfois ils peuvent nous générer
par exemple, supposons que pour la traduction, on envoie par exemple une phrase en français, par exemple, comme exemple, je suis Haytham Bouwaili. Alors, et on veut par exemple générer la phrase en anglais, par exemple, I am Haytham Bouwaili. Alors, parfois, même si les LSTM peuvent éviter la perte des informations à long terme, donc, mais parfois, il peut générer un résultat qui est différent. Alors, supposons qu'on nous donne une phrase, très 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 longue phrase en français, et qu'on veut générer une phrase traduite en anglais. Alors, parfois, ce type de réseaux, ils peuvent générer la phrase, donc il va donner le résultat, mais il sera une phrase qui n'a pas le même sens. Par exemple, je suis à Edinburgh, j'habite à Safi, j'ai 22 ans, par exemple. Il va, par exemple, comme résultat généré, il va nous donner, par exemple, I am, par exemple, 20 years old, euh, I live in Haiti. Donc, parfois, on trouve ces problèmes. Alors, d'où vient l'idée de créer des transformers? Alors, tout simplement, ces transformers-là ont été vus par un article qui est créé en 2017 sous le nom de Attention is all you need. Alors, l'idée générale de Transformers, alors ce qu'il va faire en premier, c'est qu'il va essayer de prendre chaque séquence d'une manière indépendante. Alors, il prend le premier terme, il va essayer de lui identifier, c'est-à-dire il va lui affecter une valeur numérique. Il va par la suite lui passer par une couche cachée qui va faire des résultats mathématiques. Il va générer un résultat. L'idée ici, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le positionnement, c'est-à-dire à cause du Transformers, on connaît le mot original par l'idée ou bien par l'identité qu'on va lui affecter. Du même, on va lui positionner selon le sens qui sera dans la phrase générée en anglais. Donc, c'est ça l'idée générale du Transformers, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de relations mathématiques concernant ça. Alors, tout simplement, voilà les méthodes qui sont basées sur l'apprentissage automatique ou bien le machine learning. Alors, on commence par prendre les commentaires. Les commentaires, comme vous savez, ils peuvent contenir des informations aberrantes, des informations qui n'ont pas de sens. Du coup, ça va affecter négativement et impacter la performance de notre modèle. Alors, on va les passer par des pré-processing ou bien des pré-traitements pour éviter tout ça. Puis, on va essayer de convertir ces données-là qui sont textuelles autant que des données numériques, puisque la machine ne comprend pas les données textuelles. Après, on passera à la partie de la modélisation dont on va créer les différents modèles. Et ce modèle-là seront nourris par les données numériques. Et on va prédire est-ce qu'il s'agit d'un commentaire toxique ou non toxique. Et dans cette partie-là, on va évaluer la performance de notre modèle. Alors, pour les méthodes basées sur l'apprentissage profond ou deep learning, alors tout simplement, il y en a une couche input ou bien une couche d'entrée. Alors voilà, ici c'est un exemple des réseaux de neurones récurrents, puisqu'on parle par la récurrence, c'est-à-dire qu'on génère un résultat, on va l'envoyer à la couche suivante, et la même chose, jusqu'à générer le résultat final de la couche sortie ou bien output layer. Alors, en ce qui concerne input layer ou bien la couche d'entrée, tout simplement, cette couche est consacrée à recevoir les données d'entrée qu'on va lui affecter. Tout simplement, il récupère les données, il va générer un poids, il envoie à la couche suivante. La couche suivante, ce sont des couches cachées. Ils vont faire des projections, des fonctions de mapping, trouver ce qu'il y a des relations, de corrélation entre les différentes données afin de générer un résultat par la suite. Alors, ces dernières années ont vu une augmentation significative des recherches sur classification des contenus toxiques. Alors, il s'agit de nombreux travaux, des approches qui se sont focalisées sur la classification des discours haineux, le hate speech, et la détection des langages abusifs, toxic language. Alors, la majorité des études sur ce sujet-là concernent l'anglais du fait de la grande disponibilité de ressources linguistiques telles que les corpus et les modèles préentraînés. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai fait des recherches
sincèrement, et j'ai trouvé qu'il n'y a qu'un seul article qui sert à détecter la toxicité des commentaires écrits en arabe en utilisant le machine learning. Alors tout simplement, alors tout simplement l'idée que, alors tout simplement dans cet article-là, alors j'ai trouvé que le chercheur, et afin de détecter la toxicité des commentaires arabes, il a essayé de faire tout d'abord de collecter les données. Et la collecte de données, tout simplement, c'est une phase qui est très 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 importante et assez grande et prend beaucoup de temps. Donc tout simplement, ce qu'il a fait, il a passé par la méthode du web scraping. Alors l'idée générale du web scraping, alors supposons que nous, par exemple, on veut des données qu'on ne trouve pas souvent dans l'Internet, des données qui sont parfois sur une structure différente, soit des images, soit des données textuelles, soit n'importe quoi. Et ces données n'existent pas dans l'Internet. Du coup, il y en a la solution qui est le web scraping. Alors tout simplement, l'idée basique du web scraping, c'est-à-dire du n'importe quel site, on peut récupérer les données. Le rechercheur qui s'est basé sur la détection de la toxicité dans les commentaires arabes, il s'est basé sur Facebook, Twitter, YouTube, pour récupérer ces commentaires-là. Tout simplement, il a essayé de faire ça via des API qui font par la suite lui donner comme retour. Alors par exemple, Facebook, il va lui donner le commentaire, il va lui donner le nom de la personne qui a écrit ce commentaire et le temps dont il a écrit le commentaire. Pour Twitter, la même chose. Et même pour Twitter, il va récupérer les autres commentaires comme réponse sur ce commentaire toxique. Tout simplement, YouTube, il va récupérer que les commentaires. Alors tout ça est fait via des API. Alors, comme solution proposée, alors maintenant, on va essayer de tout d'abord d'entraîner des modèles du machine learning, ensemble learning et deep learning, et on passera à appliquer l'algorithme LIM. Tout simplement, c'est un algorithme qui va être basé sur le meilleur classifieur de la première tâche ici, afin de l'appliquer pour identifier les parties toxiques. Alors voilà tout simplement le pipeline de pre-processing. Alors on va obtenir les données, on va les nettoyer. Puisque les données sont textuelles, on va passer par cette technique-là qui est l'incorporation des mots ou bien le word representation pour les convertir en des données numériques. On passera à entraîner le modèle, c'est-à-dire on va nourrir le modèle par ces données-là numériques et après on va évaluer sa performance. Est-ce qu'il a pu essayer à détecter le commentaire comme étant toxique ou non toxique. Alors, la première chose, c'est l'ensemble des données. Et dans tout projet du data science et dans n'importe quel projet, la chose la plus importante, ce sont les données. Et dans nos jours-là, les données coûtent beaucoup d'argent. Donc, alors l'ensemble de données appartient à Kaggle. Donc, il présente un ensemble de commentaires obtenus de Facebook, YouTube et Twitter via le web scraping. Le commentaire non toxique, il présente 150 000 alors que le commentaire toxique ne présente que 15 000. Et dans notre cas, ce qui nous intéresse, ce sont les commentaires toxiques. Mais le grand problème ici, c'est lorsqu'on va nourrir nos différents modèles par ces données déséquilibrées, c'est-à-dire, avant toute chose, les données déséquilibrées, c'est-à-dire la distribution de la classe cible toxique et non toxique est inégale. Du coup, le modèle va considérer les observations des classes minoritaires, c'est-à-dire les commentaires toxiques, va les considérer autant que bruit. Du coup, le modèle va essayer de les éliminer et il va s'entraîner que sur cette partie-là. Et par la suite, le modèle il aura toujours la tendance à prédire la sortie en tant que classe majoritaire, malgré si le commentaire qu'on lui donne est un commentaire toxique. Donc la problématique ici, c'est comment éviter ce problème des données non équilibrées. Alors voilà, ici on a les commentaires toxiques, ils présentent que 10%, alors que les commentaires non toxiques, ils présentent 90%. Voilà, donc ici on a un ensemble, comme on a dit, l'ensemble de données est déséquilibré, c'est-à-dire qu'il existe une distribution très inégale des classes dans la classe colon cible.
il y en a deux méthodes qui sont les plus utilisées. On a l'oversampling et l'undersampling. Alors tout simplement, dans cette partie-là, ou bien dans cette technique, on va augmenter la taille de l'échantillon de la classe minoritaire par réplication, c'est-à-dire qu'on va répliquer les données qui existent déjà. On va essayer de la faire correspondre à la taille de l'échantillon de la classe majoritaire. Donc voilà, ici euh, on a ici les données, l'échantillon de la classe minoritaire. Comme on a dit, on va répliquer ou bien on va créer des copies de cette donnée-là, de telle sorte ce qu'il aura la même taille que l'échantillon de la classe majoritaire. Dans l'autre partie, tout simplement, alors ce qu'on va essayer, on va réduire la taille de l'échantillon de la classe majoritaire de telle sorte qu'il aura la même taille que l'échantillon de la classe minoritaire. Alors, ce qui nous concerne ici, nous n'avons pas besoin de savoir si un commentaire est non toxique, mais ce qui nous sert tout simplement, c'est de savoir est-ce que le commentaire est toxique. Ici, on essaie à répliquer les données toxiques. Ça ne va pas réellement donner un bon résultat pour les modèles. Alors du coup, on va passer par cette partie-là, puisque ces commentaires non toxiques ne nous intéressent pas beaucoup. Donc on va réduire leur taille de telle sorte qu'ils auront la même taille que les commentaires toxiques. Et donc, par un code en Python, donc voilà le résultat. On a 50% des données non toxiques et 50% des données qui sont non toxiques. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante, c'est la partie du pré-traitement. Alors, on a essayé de supprimer les URL ou bien les liens. Donc, voilà ici tout simplement un exemple du lien à le supprimer. Alors ici, tout simplement, on essaie à créer tout commentaire qui est en majuscule ou bien en capital. On va le créer en minuscule. Donc, voilà un petit exemple. On essaie à supprimer les signes de ponctuation. Même si on a essayé à supprimer les codes ASCII, les numéros, les stopwords, tout simplement les stopwords, ce sont des mots ou bien des termes qui n'ont aucun sens et qui peuvent impacter négativement le sens de la phrase et même affecter la performance de notre modèle. On a essayé de supprimer les extras, les multi-espaces, soit au début, soit à la fin, soit au milieu. Donc voilà, tout simplement. Et on a essayé aussi d'éviter ou bien de supprimer les valeurs numériques et tout mot qui se répète plusieurs fois. Donc, tout simplement juste pour se concentrer sur la phrase qui aura un bon sens et de nourrir à notre modèle. Alors, pour la représentation textuelle. Donc, après avoir traité nos données textuelles, alors maintenant, ils sont prêts à les alimenter à notre modèle. Mais ce dernier n'est pas capable à traiter les données textuelles. Alors, nous allons par la suite, c'est-à-dire on va les pré-traiter ou bien les passer par des présentations textuelles pour les convertir en un format numérique, ce qui va les rendre très très compréhensibles par la machine. Alors, alors ici, tout d'abord, on a le Bag of Words, le TF-IDF. Alors, ces deux représentations-là sont utilisées pour le Machine Learning et Ensemble Learning. Et on a les autres représentations et qui sont basées sur le Deep Learning. On a Word2Vec, Glovi, FastText et qui seront utilisées pour les algorithmes du Deep Learning. Alors, la première représentation, c'est le Bag of Words. Alors, l'idée basique derrière Bag-of-Words est de construire une matrice appelée matrice documentaire ou bien Document Matrix dont les colonnes sont les documents et dans notre cas ce sont les commentaires que ce soit toxique ou non toxique. Et pour les lignes, il présente un vocabulaire contenant tous les termes de nos commentaires, de nos différents commentaires, mais à condition que ces termes-là seront uniques. Alors, pour un document donné, alors ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va affecter à chaque mot, ici par exemple, ici, on va affecter à chaque mot le nombre de fois qu'il apparaît dans ce document. Donc voilà ici, on a le document textuel
Ici, on va présenter ce document dans la colonne et pour les lignes, on va présenter ces termes-là. Alors, on va prendre ce terme par exemple et on va parcourir le document et voir combien de fois se répète. S'il y en a trois de ce terme-là, on va le affecter trois. Mais dans notre cas, il n'y en a que un, donc c'est-à-dire qu'il se répète une seule fois. Par la suite, alors au lieu de passer cette phrase-là, tout simplement, on va envoyer à notre modèle ce vecteur-là. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, c'est-à-dire la même chose que cette phrase-là. Alors tout simplement, on passera à la deuxième représentation textuelle. Alors l'idée basique de cette représentation ou bien de cette mesure, il nous permet d'évaluer l'importance d'un mot contenu dans un document. Alors, le poids augmente en nombre d'occurrences du terme dans le document. Il varie également en fonction de la fréquence du mot dans le corpus. Alors, pour le TF-IDF, c'est Term Frequency, Inverted Document Frequency. Alors ici, le poids, c'est weight of X, of term X in document Y, c'est-à-dire le poids du mot X dans le document Y, tout simplement la relation, voilà. Alors on commence par compter le TF du terme X dans le document Y, c'est-à-dire term frequency, tout simplement, c'est le nombre de fois que ce terme-là se répète dans ce document. Ici, TF, c'est le bag of words, tout simplement. Alors, on compte combien ce terme se répète dans un document. On prend ce résultat et on va le multiplier par une fonction logarithmique qui sert à tout d'abord à calculer ou bien à calculer la division du nombre de documents, du nombre total de documents, c'est-à-dire le nombre de documents existants dans tout le corpus et le diviser par le nombre de documents qui contiennent ce terme. Alors, supposons par exemple qu'un terme se répète plusieurs fois dans des nombres de commentaires, donc tout simplement le poids sera augmenté et du coup on va déduire que ce terme-là est très 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 important puisque ça répète dans des nombreux des commentaires. Alors, avant de passer à définir cette représentation, tout d'abord, on va passer pourquoi les chercheurs ont créé cette représentation et les autres représentations qu'on va essayer à les définir par la suite. Alors, le problème du bag of words ETF, IDF, tout simplement, il ne conserve pas l'information textuelle. Qu'est-ce qu'on va dire par l'information textuelle? Tout simplement, il ne donne aucune définition sur les termes, leur similarité, même l'information de la phrase ne sera pas conservée. Tout simplement, il prend une phrase et il la convertit en, en un vecteur numérique. Du coup, le modèle sera nourri juste par des valeurs numériques, mais l'information textuelle de la phrase sera éliminée. Du coup, les chercheurs ont inventé une nouvelle représentation. Alors, tout simplement, on commencera par Word2Vec. Word2Vec est un algorithme, une technique à base de deep learning pour le word embedding et parmi les plus utilisés. Alors, Word2Vec, il possède deux architectures neuronales appelées CBAW, Continuous Bag of Words et SkipGraph. Alors, ces deux approches utilisent un réseau de neurones à trois couches. Une couche d'entrée, une couche de sortie et une couche cachée. Tout simplement, ces couches-là, ils vont essayer de comprendre le contexte des mots. Alors, pour le continuous Spagofo, tout simplement, on lui donne des termes ou bien des mots de contexte, il va essayer de générer le mot cible. Alors, supposons par exemple, comme exemple, je lui donne par exemple ici Argentine, Champions League par exemple, Barcelona, Ballon d'Or, par exemple, il va faire des calculs matriciels ici. Il va générer, par exemple, comme mot cible le mot Messi, par exemple. Skip Grab, c'est le contraire, tout simplement. On va lui donner comme mot cible, comme mot contexte, on va lui donner le mot Messi. Et, il va générer ou bien il va essayer de trouver les mots qui les entourent ou bien les mots du contexte qui sont par exemple comme on a dit l'Argentina, Ballon d'Or, ainsi de suite.
Alors, on passe maintenant à GloVy, Global Vectors Fluid Representation. Alors, l'idée basique derrière GloVy est d'extraire toutes les relations possibles entre tous les termes de notre corpus. Alors, tout d'abord, elle commence par générer la matrice de concurrence qui nous indique combien de fois une paire de mots particulière apparaît ensemble. Et chaque valeur de la matrice de la concurrence, il représente une paire de mots apparaissant ensemble dans tous les corpus. Alors, voilà un exemple. Ici, on a deux phrases. Alors tout simplement pour générer la matrice de concurrence, alors on va essayer de présenter le canon par les différents uniques termes et de la même chose, on va les présenter par ligne et on prendra terme par terme. Alors supposons pour ce terme-là ou bien pour cette intersection de ces deux termes, on prendra fast et cats et on va voir combien de fois ils se répètent dans le corpus. Alors pour le premier document, on a fast cat, il se répète une seule fois. Et pour ici, on a fast 4, c'est 2. Donc, on va lui affecter 2. On passe par exemple à hat et cat. Ici, on a hat et cat, ils se répètent pour la première fois. Ici, on a hat et cat, ils se répètent pour la deuxième fois et on va lui donner 2. Par exemple, on a ici 3, 2 avec 4. On a ici 2 avec 4, c'est 1. On a ici 2 avec 4, c'est 2. 2 avec 4, c'est 3. Et voilà. Donc tout simplement, c'est ça la matrice de concurrence qui donne une idée sur combien de fois une paire de termes représente dans tout le corpus. Donc, après avoir généré la matrice de concurrence, donc maintenant, nous devons extraire les vecteurs des mots de cette matrice en utilisant l'équation suivante. Alors, on va générer la matrice de concurrence, on va la passer par une fonction logarithmique, et après, on trouvera les vecteurs des mots à apprendre. Alors, voilà, donc tout simplement. Alors, maintenant, on passera à la dernière représentation. Alors, FastText est une amélioration de Word2Vec qui est développée par Facebook. Alors, parmi les problèmes que Word2Vec trouve, alors on a dans Word2Vec un embedding est créé pour chaque mot. Donc, il ne peut pas gérer les mots qu'il n'a pas rencontrés lors de l'entraînement. Ainsi que pour les mots avec les mêmes radicaux, Word2Vec ne fait aucun partage de paramètres, c'est-à-dire que chaque mot est appris uniquement en fonction de son contexte dans lequel il apparaît. Et pour résoudre ces problèmes-là, les auteurs proposent une nouvelle idée dont ils vont ajouter des crochets pour désigner le début et la fin d'un mot. Ensuite, ils génèrent des caractères de 3 grammes. Utilisez le script gram pour apprendre les vecteurs des mots. Donc voilà ici, comme on a dit, on a le Word2Vec. Donc on a Tinsel, il a généré 100 vecteurs. On a Flow, il a généré 100 vecteurs. Mais le problème que le modèle n'a pas passé par ce terme-là, TensorFlow, donc tout simplement, il ne peut pas générer un vecteur puisque le modèle n'est pas entraîné sur ce terme-là. Après, on a aussi comme on a dit, les radicaux qui sont partagés. Donc, tout simplement, chaque mot est appris uniquement en fonction du contexte dans lequel il apparaît. Alors, pour éviter ce problème, alors, ils vont essayer de créer ou bien d'ajouter des crochets du début et de fin. Et ensuite, ils vont essayer de diviser ce mot en des parties de 3 grammes afin de générer pour chaque partie là le modèle va apprendre chaque partie là et il va lui affecter un vecteur. Alors maintenant, après avoir pré-traité les données, les convertir en format numérique, maintenant on passera aux différents modèles pour la classification des commentaires. Alors, pour la partie de machine learning, on s'est basé sur Logistic Regression Naive Bayes Decision Trees. Pour la partie d'ensemble learning, alors on s'est basé sur le XGBoost Random Forest Stacking. Et en finissant par le Deep Learning, dont on s'est basé sur CNN, LSTM et GRU. Alors maintenant, après avoir classifié les commentaires autant que toxiques
ou non toxiques. Ce qui nous concerne, c'est de se baser sur les commentaires qui sont classifiés en tant que toxiques. Et on passera à la deuxième tâche qui sert à détecter les parties toxiques dans ces commentaires qui sont classifiés en tant que toxiques. Et pour essayer ou bien pour faire réussir cette tâche-là, alors on a essayé d'utiliser l'algorithme LIM. Alors, l'interprétabilité se définit comme la capacité pour un humain à comprendre les raisons d'une décision de modèle. Alors, pour l'algorithme LIM, en anglais Local Interpretable Model Agnostic Explanation, alors c'est un modèle local qui cherche à expliquer la prédiction d'un individu par analyse de son voisinage. Alors, tout simplement, LIM a la particularité d'être un modèle interprétable. Alors, il fournit une compréhension qualitative entre les variables d'entrée et la réponse, et les relations entre et santé sont faciles à comprendre. Il est aussi local puisqu'il fournit l'interprétabilité pour une prédiction d'une seule observation. Agnostique, il est capable d'expliquer n'importe quel modèle du machine learning et même du deep learning. Alors voilà ici une analyse que l'algorithme LIM fournit pour ce commentaire. Par exemple, People insist on being damp and very stupid. Alors dans la figure, l'analyse montre que le classificateur prédit avec une probabilité de 66% que ce commentaire est toxique. Il fournit également une explication pour le commentaire, c'est-à-dire les mots qui contribuent à cette prédiction. Alors, dans notre exemple, les deux mots les plus importants et qui ont rendu ce commentaire toxique pour la prédiction du classificateur sont damp et stupide, qui appartiennent respectivement à 40, 34% et 32% à la catégorie toxique. Alors, supposons qu'on a retiré ces deux mots-là de ce commentaire, alors la prédiction du classificateur se déplaçait vers la classe opposée d'environ 66%, cette classe, c'est-à-dire que le commentaire est non toxique. On passera à l'expérimentation et résultats. Alors, pour évaluer la performance de nos classificateurs binaires, nous calculons les scores Accuracy, Recall and F1 score. Alors, toutes ces mesures dépendent de ces quatre termes importants. Alors, true positif ou bien vrai positif, tout simplement, sont les commentaires que le classificateur a prédit comme étant toxiques et qui le sont réellement. Alors, faux positif, alors tout simplement, sont les commentaires que le classificateur a prédit toxiques mais qui ne le sont pas. Alors, vrai négatif ou bien trop négatif sont les commentaires que le classificateur a prédit comme étant non toxiques et qui le sont réellement. Et pour la dernière partie, sont les faux négatifs ou bien fausses négatives, sont les commentaires que le classificateur a prédit comme non toxiques mais qui sont toxiques. Alors, pour l'accuracy, tout simplement, accuracy désigne le nombre de prédictions correctes par rapport au nombre total d'échantillons d'entrée. Il nous indique combien de fois le modèle machine learning a été correct dans l'ensemble. Pour la précision, elle détecte la capacité du modèle à prédire une catégorie spécifique. Recall ou bien le rappel nous indique combien de fois le modèle a pu détecter une catégorie spécifique. Alors, le grid search. Donc, tout simplement, le grid search est une méthode d'optimisation qui nous permet de tester une série de paramètres et de comparer les performances pour déduire le meilleur paramétrage. Alors, tout simplement, ici, on va essayer d'utiliser un ensemble de paramètres. Par la suite, on va trouver ceux qui seront utilisés pour notre modèle. Et tout simplement, le grid search est une très bonne technique qui va nous aider à améliorer la performance de notre modèle. Alors maintenant, on va passer au résultat des classificateurs d'apprentissage automatique ou bien machine learning avec les techniques Bag of Words et TF-IDF. Alors concernant les modèles suivants, alors nous avons utilisé l'implémentation de la bibliothèque Python Scikit-learn.
Alors, les hyperparamètres sont obtenus, comme on a dit, le paramétrage du grid search. Alors, les mesures que nous avons utilisées pour évaluer nos modèles sont accuracy, recall et F1 score. Alors, en termes d'accuracy, le modèle Logistic Regression avec Bug-of-Woods obtient des meilleurs résultats que Logistic Regression avec TF-IDF, alors que, que les modèles Decision Trees avec Bug-of-Woods, alors avec le TF-IDF, il obtient des meilleurs résultats en le comparant avec le Decision Trees avec le Bug-of-Woods, tout simplement. Alors maintenant, les résultats des classificateurs d'ensemble léonine avec le Bug-of-Woods et le TF-IDF. Alors le modèle XGBoost, il dépasse Random Forest avec la représentation Bug-of-Woods en termes d'accuracy. Dans ce dernier-là, il a obtenu une accuracy de 90%. Par contre, avec la représentation TF-IDF, on voit que le modèle Random Forest obtient de meilleurs résultats que XGBoost avec une accuracy de 88%. Alors, pour les résultats des classificateurs d'ensemble learning avec les techniques stacking, alors on a essayé de l'utiliser avec la technique Bug-of-Woods. Alors, l'idée de stacking, tout simplement, il essaye d'utiliser un ensemble des modèles qui sont faibles modèles, ou bien sous le nom des faibles apprenants. Donc, tout simplement, on va essayer de les migrer, de les combiner. C'est-à-dire, alors chaque modèle, il va s'entraîner sur un exemple du dataset, c'est-à-dire le dataset ou bien le corpus de commentaires. Alors chaque modèle va se baser ou bien va s'entraîner sur ce dataset-là et par la suite, les résultats qu'on va récupérer de chaque modèle, on va le, on va les regrouper et le diviser par le nombre total des modèles afin d'avoir le meilleur résultat et le meilleur accuracy par la combinaison de ces modèles. Alors tout simplement, l'idée basique du stacking, créer c'est-à-dire regrouper les faibles apprenants pour générer un un très bon apprenant pour la classification. Alors voilà, comme accuracy, on a 89% pour accuracy. Alors, on passe maintenant aux résultats des classificateurs par l'apprentissage profond. Alors, en général, on trouve que le STM avec Glovy, avec, donc tout simplement, ici on a LSTM et ici on a Glovy. Donc voilà Glovy et voilà le fastText. Donc LSTM avec Glovy et fastText est le meilleur classificateur binaire des commentaires et le plus efficace parmi ceux que nous avons examinés. Alors maintenant, alors après avoir choisi le meilleur classifieur qui est le LSTM avec Glovy ou bien avec LSTM, donc tout simplement nous avons choisi le LSTM avec Glovy comme notre classificateur que l'algorithme LIM va utiliser pour obtenir les prédictions pour l'objectif de la détection des parties toxiques. Alors voilà un exemple. Par exemple, on a ce commentaire-là, Really? Are you that stupid? Donc après avoir passé ce commentaire-là par LIM et Elim sera combiné avec l'STM. Donc voilà ici. Donc elle a essayé de donner ce résultat-là et elle a coloré le mot stupide comme étant un mot toxique. Alors tout simplement, dans la figure, l'analyse montre que le classificateur a prédit avec une probabilité de 91% que ce commentaire est toxique. Donc la classe toxique est présentée dans la figure en orange. Il fournit également une explication pour le commentaire, c'est-à-dire les mots qui contribuent à cette prédiction. Alors, comme conclusion, donc, la détection des parties toxiques ou bien toxic terms dépend des classificateurs supervisés et précisément des classificateurs binaires qui ont été entraînés à déterminer si un commentaire est toxique ou non. Dans la première partie, nous avons comparé des méthodes de trois catégories, machine learning, ensemble learning et deep learning, fréquemment utilisées dans la classification avec des différentes représentations de texte.
Les mesures que nous avons utilisées pour évaluer nos méthodes sont Accuracy, Recall et F1 Score. Et dans la deuxième partie, nous avons utilisé le classificateur LSTM avec Lovi qui a obtenu une accuracy de 98% avec l'algorithme LIM pour la détection des parties toxiques. Alors, qu'en perspective, notre futur travail se concentrera sur deux directions. Alors, premièrement, on va appliquer notre étude à d'autres tâches et un ensemble de données possédant de commentaires en arabe via la technique web scraping. Et nous appliquons la même étude expérimentale pour les modèles basés sur les transformers. On va travailler sur la détection de la toxicité dans les longues séquences, puisque dans le dataset que nous avons travaillé, sur lequel on a travaillé maintenant, il s'agit des commentaires qui sont des commentaires ou bien des phrases qui ne sont pas à longue séquence. En anglais, ils sont des short text. Alors, deuxièmement, on cherchera à appliquer d'une ou d'autres méthodes d'explication des prédictions pour la détection des parties toxiques. Et finalement, après avoir identifié la toxicité, un objectif à long terme est de réaliser un système pour que ce soit modifier le texte et changer le terme non toxique en un peu un terme qui est assez moins toxique. Sinon, on va essayer de supprimer ce terme du commentaire en préservant, si possible, le texte principal du commentaire. Et voilà, on finira la présentation de notre projet et merci énormément pour votre attention, madame et monsieur.